Salut à tous, donc qui vont les fans de rétro aujourd'hui. Vous êtes bien chez Rétro Solide les amis. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo hautement symbolique pour ma part parce qu'on va parler, vous l'aurez vu dans le titre, d'un jeu, peut-être du jeu, qui m'a le plus bouleversé dans toute ma vie de gamer. Vraiment, qui m'a donné des émotions et des sensations que j'ai rarement eues dans d'autres jeux à ce niveau d'échelle. On va parler de MGS2, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. On en parle juste après le générique, les amis. Alors avant toute chose, pour être honnête avec vous, j'avais prévu de parler d'un autre thème aujourd'hui. Mais c'est pas grave, là je suis un peu rattrapé entre guillemets par mes souvenirs et mes émotions, donc on va parler MGS2. J'avais prévu une vidéo sur mon histoire et une console que j'aime beaucoup, la Sega Dreamcast. D'ailleurs, s'il y a des amateurs de Dreamcast, je vous vois dans les commentaires, manifestez-vous car on en fera une vidéo prochainement, on en parlera de cette fabuleuse console. Vraiment une console vraiment à part. Voilà, je referme la parenthèse de la Dreamcast. Vous voyez le jeu tourner derrière moi, l'intro, hein, c'est la version Xbox qui tourne en version substance. Alors on va parler aujourd'hui du jeu, peut-être il y en a peut-être un deuxième qui se met tout là-haut, donc vraiment tout là-haut chez moi, qui m'a profondément marqué. Pour la simple bonne raison que ce jeu, Metal Gear Solid 2, c'est le jeu qui m'a fait, le premier jeu en fin de compte, qui m'a fait vraiment comprendre que en fin de compte, le jeu vidéo, en tant que tel, il peut envoyer un message tellement fort de certaines manières différentes, à travers par exemple une proximité avec le cinéma, qui est le cas de ce jeu en particulier, que en fin de compte, le jeu vidéo en lui-même devient un peu, je dirais pas obsolète, mais ça passe au second plan en fin de compte, parce que autour et devant, il y a ce petit truc qui fait que certaines œuvres, en fait, elles vous marquent plus que d'autres, et vous vous dites, ok, là j'ai joué à un jeu que j'ai beaucoup aimé, que dès que tu le finis, tu ressens ce vide, ça m'est arrivé avec pas mal de jeux, mais en plus, il y a ce tout petit truc là, qui fait que ça dépasse le jeu vidéo, là c'est de l'art en fait. C'est littéralement le terme, pour moi c'est de l'art. Et pour l'anecdote, j'ai qu'un autre titre qui m'a procuré ce genre de sensation, mais dans un registre complètement différent, et d'ailleurs on en parlera peut-être lors de la fameuse vidéo sur la Dreamcast, c'est Shenmue. À des degrés différents, qui m'a provoqué des émotions incroyables lorsque j'ai parcouru cette œuvre fabuleuse. Alors, MGS2, comment ne pas évoquer, sachant que c'est le second épisode et la suite directe du premier MGS, on est obligé de parler un tout petit peu de Metal Gear Solid, puisque c'est une suite directe, donc il faut bien se replacer dans le contexte de l'époque, puisqu'il s'agit donc d'une suite. Quels sont, entre guillemets, ce que j'attends moi d'une suite? J'ai tendance à dire, et c'est surtout vrai au cinéma, que généralement, une suite, peu importe la saga, l'œuvre, moi j'ai toujours tendance à être légèrement déçu par la suite. Peut-être parce que j'attends trop, en fait, du nouvel épisode par rapport à l'œuvre originale, une œuvre qui m'a transcendé, marqué, qui m'a donné beaucoup d'émotions. Et j'ai mon cerveau qui fonctionne ainsi lorsque le soufflet redescend un peu et je me dis ok, c'était génial, c'était fantastique, j'ai adoré ça, 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 ça. Puis je me dis ouais, c'est super ça, mais pourquoi ils ont pas légèrement poussé la chose là un peu plus loin, poussé cette autre chose un peu plus loin aussi, et qui ferait que finalement ce serait encore plus grandiose. Je dis ok, et puis généralement une suite sort et je me dis ah ouais, d'accord. Bah la suite en fait, moi dans ma tête, je l'ai plus ou moins imaginé, je me dis en fait ce que j'attends d'une suite, avant toute chose, c'est que ça soit dans la continuité de la première œuvre, que ça soit vraiment fidèle, et que ça pousse tous les curseurs en fait. Tous les curseurs au maximum.
Ça, pour moi, c'est une suite réussie, et bien souvent le cas. Je pourrais prendre des exemples de films et des contre-exemples. Par exemple, j'aime beaucoup, ça reste mon film d'action de tout temps préféré, Die Hard, avec Bruce Willis, Le Piège de Cristal. C'est un film fantastique, 58 minutes pour vivre, je l'adore, mais il est pas au niveau de Piège de Cristal. On pourrait parler également de L'Arme Fatale, qui sont 4 films fabuleux, et pourtant, si j'isole que les 2 premiers, qui sont vraiment excellentissimes, il n'y a pas match. En fait, je préférerais toujours le premier, que j'ai déjà vu beaucoup plus de fois que le second. Pourtant, le second est un excellent film, mais le premier est tellement meilleur, en fait. Alors évidemment, il y a des contre-exemples. Je vous vois venir, Terminator, oui, le second film enterre le premier, même si le premier était déjà très novateur pour l'époque. Le second, c'est exactement ce que j'évoquais, ça reprend le premier, et on met tous les curseurs au maximum avec un peu de piment, et ça donne une suite incroyable. Bah, c'est ce qui se produit pour moi avec ce jeu. Donc, j'aimerais avec vous revenir un tout petit peu sur MGS1, donc qui est sorti sur PlayStation, console 32 bits, donc ce qui sous-entend un plafond technique limite, voilà, un certain seuil qui va forcément brider les développeurs un petit peu dans leur concept, qui vont leur imposer des limites et qu'il va falloir contourner et travailler avec. Et donc MGS1 sort, je me souviens très bien quand il est sorti, la première fois que j'ai mis la main dessus, j'en avais fait une petite vidéo, je vous mettrai le lien, mon histoire avec MGS, c'était, je vous l'accorde, une des premières vidéos de ma chaîne, la réalisation n'est pas tip top, donc je vous l'accorde, mais j'expliquais la première fois que j'ai eu le MGS en main, le MGS1, et que je l'ai acheté, c'était un petit peu un achat à la connue. J'avais expliqué dans cette vidéo, ça m'avait été conseillé par un ami d'époque. Et les premières heures de jeu, c'était vraiment quelque chose de déstabilisant pour moi. J'avais limite regretté mon achat, car c'était la première fois que je jouais à un jeu où justement le but du jeu n'est pas de fracasser tout le monde, mais bel et bien de se cacher et d'éviter et de jouer intelligemment. Donc ça m'avait demandé un temps d'adaptation, mais passer ce gap, ça avait été une révélation fantastique et qui m'avait profondément marqué aussi à l'époque, de par sa réalisation et tout l'englobage autour des personnages avec une forte identité. Je rentrais dans un univers où finalement je ne connaissais aucun des protagonistes, et au fil du jeu je me suis immergé dedans sans m'en rendre compte, j'ai été pris par la main en fait. C'est Hideo Kojima qui nous prend par la main en fait et qui nous raconte son œuvre. Et j'étais profondément plongé dedans et vraiment marqué. Et effectivement, quand j'ai fini le premier, comme je l'ai évoqué, j'ai eu ce soufflet très haut avec ce vide tout de suite. Et puis, dans un second temps, je me suis dit, ok, voilà, je ne connaissais pas ce genre de jeu, j'ai découvert un genre novateur, avec des mécaniques novatrices pour l'époque, qui sont actuellement encore aujourd'hui reprises dans d'autres séries déclinaisons, qui restent une référence absolue, et je me dis, ok, c'était fantastique, mais tout de suite, voilà, moi je fonctionne comme ça, je me dis, une suite, ouais, mais voilà, je rejoue au premier, je fais un second run, j'en ferai plusieurs, et tout de suite, le petit effet de magie, je l'ai toujours, mais un petit peu moins. Forcément, on s'attache quand on a déjà fait une œuvre aux petits défauts qui nous ont pas sauté aux yeux lors du premier passage. Et là, on remarque que ces petites choses-là, c'est top, mais ça pourrait être encore mieux si on avait juste pensé à peut-être à pousser un peu le curseur. Est-ce que c'est la limitation de la console qui a limité l'équipe de développement? Est-ce que c'est un souhait? Voilà. Puis, plein de petites choses comme ça, ce qui rend le jeu excellentissime. Mais, voilà, il manque le petit truc. Et puis, une suite va donc être annoncée assez rapidement, en fin de compte, sur une nouvelle console, hein, la PlayStation 2, donc là, une console 128 bits, donc 32 bits, 128 bits. Déjà, intrinsèquement, avant toute chose, on est en droit de se dire et de s'attendre à se dire, ok, là, on rentre dans une nouvelle gamme, et le jeu doit suivre, en fait. Là, on doit vraiment passer un palier, que ça soit d'un point de vue visuel, gameplay, mise en scène, enfin la totale. Tout doit être magnifié en fait. Moi c'est ce que j'en attends à ce moment-là. Avant même d'avoir vu des screens à l'époque, parce que bon, Internet c'était encore le tout début, c'était pas, voilà, moi j'avais pas encore Internet au début des années 2000, que suivre les émissions de JV, voilà. Avant toute chose, je me dis ok, c'est ce que j'attends, la MGS2, je l'attends vraiment au tournant, et c'est ce que j'attends de lui en fait. Je veux, quelque part, c'est un peu égoïste, mais c'était mon souhait, je veux MGS1, c'est un peu un cliché que je vais dire, mais magnifié dans son ensemble. Vraiment poussé, mais vraiment boosté à tous les niveaux. Et je sais qu'in fine, vous êtes beaucoup à lui reprocher ça, ce MGS2, c'est que finalement, c'est ce que moi j'ai retrouvé, c'est mon souhait qui a été exaucé, mais ça a été peut-être un peu trop loin dans certains aspects,
Et je sais que vous êtes beaucoup à lui reprocher ça, et je peux l'entendre, que Kojima s'est complètement lâché, hein. Là, on sent que la 128 bits, pour lui, c'était amplement suffisant pour s'exprimer. Et il s'est exprimé, et c'est vrai que parfois, il a été un peu, voilà, un peu parti dans ses délires. Mais bon. Et donc, moi, j'étais vraiment super impatient à l'époque, et puis il y a ce fameux trailer qui sort à l'E3 2000, si je dis pas de bêtises. Ce trailer-là. I stare at the stars and the sky up above. こちらスネーク、聞こえるか、オタコン。あ、僕だよスネーク、聞こえる。待たせたな。スニークポイントに到着。シャドウモセス事件の後、メタルギアの技術情報がブラックマーケットで密売されたよね。それで全世界にメタルギアの亜種が拡散した。今や各武装国にとってメタルギアは特別な兵器ではない。今回の新型はそれらに対抗するために設計されたものらしい。俺たちは新型メタルギアが極秘裏に輸送されるという情報を掴んだ。今思えば疑うべきだった。シャラシャアシカたちが降下した。これから私も戦争が言うんか。そっちはどうだ。情報は制御室、通信、機械室を含め全て制圧。乗っ取るつもりか。コントロールを抑えるつもりだよ。いいか、あれを奪取したらタンカーを沈める。誰が操縦を？ VR 訓練を受けたのはあいつだけだ。奴しか手に命中どうするつもりなんだ。奴らの手にメタルギアが渡れば大変なことになる。約束したろ。この作戦が終われば部隊を去る。いやよ、タイは家族も当然。どこにも行くところはない。いいんだぞ、ここは自由の国だ。Et donc une fois que je l'ai vu, je suis vraiment... j'ai une hype au maximum. Le thème principal de Harry Gregson Williams, c'est l'une des rares, il y en a quand même quelques-unes, je l'avoue, mais c'est l'une des rares musiques OST de jeux vidéo qui m'a vraiment, je dirais presque traumatisé. Le son est excellent en fait, et ça a tellement contribué dans ce fameux trailer à rendre l'immersion... Encore, d'ailleurs, on l'entend là, si je me tais, là, c'est une musique, ça provoque toujours un effet chez moi. Ça renforce l'immersion encore plus pour présenter le produit que va être MGS2 en fin de compte. Et dans ce trailer, voilà, on voit beaucoup de choses, on voit Snake. On sent que voilà, c'est la suite directe, elle arrive et elle est survitaminée en fait. Donc, à cette période-là, moi, je suis en attente de certaines choses au point de vue du gameplay. C'est des petites choses. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, du moins je parle là vraiment de la version PlayStation, hein, pas le remake sur GameCube de Twin Snakes, mais sur la version PlayStation. À l'époque, on est arrivé dans certaines salles, évidemment, il fallait se cacher des fois quand on déclenchait des alarmes qu'on avait mal joué, et on pouvait se cacher dans des armoires, des placards. C'était excellentissime à l'époque. Moi, j'avais jamais vu ça dans un jeu vidéo, et je trouvais ça fantastique. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte, je me suis dit, mince, je peux me cacher dedans, mais par exemple, si dans cette même pièce, il y a un ou plusieurs gardes et que je dois les neutraliser, bah, en fait, vu que le but du jeu c'est de l'infiltration, j'aimerais bien vraiment vivre la chose à fond, et vraiment ne laisser aucune trace de mon passage. Et par de surcroît, si je neutralise le garde, bah, j'aimerais bien pouvoir ramasser son corps, ce que l'on pouvait faire, et le mettre dans le placard, mais ça on pouvait pas. Je sais, c'est pas grand chose, hein, c'est un tout petit truc. Mais pour moi, ça signifiait beaucoup. Et c'est entre autres ce genre de choses que j'attendais dans le second. Je me dis, ok, j'espère que dans le second, ils vont y penser. C'est rien, mais ça renforce tellement l'immersion. Pour ma part, en tout cas, c'était super important. C'est pas grand-chose. Il y a d'autres mécaniques comme ça. Par exemple, dans le second, on va beaucoup utiliser, lorsque l'on joue Raiden, une mécanique où parfois
on devra éviter des gardes et on n'aura pas le choix que de sauter par-dessus une rambarde, je vous mettrai une petite illustration par ici, et se pendre dans le vide pour pouvoir laisser passer le garde et ensuite revenir sur la passerelle et puis évacuer la zone. Ben ça, dans le premier MGS, si j'ai bonne mémoire, on est assez limité, on peut pas vraiment le faire, à part à des moments scriptés. Je vous avoue que de mémoire, j'ai un petit doute, je crois qu'on peut pas le faire, mais vous me corrigez dans les commentaires, là, j'ai un petit trou. Mais d'ailleurs, je vous invite sur cette petite anecdote, je vous donne un petit tuyau si vous avez jamais joué. Le fait de se pendre dans le vide avec Raiden, on a donc une jauge, c'est aussi intéressant pour l'époque, de grip, qui fait que bah, elle descend au fur et à mesure du temps qu'on reste pendu, et si la jauge arrive à 0, Raiden se décroche et tombe dans le vide automatiquement, et c'est le game over. Petite astuce, si vous avez pendu à une barrière et qu'au niveau inférieur il y en a une seconde, avec un niveau inférieur, il y a un timing à respecter, si vous vous jetez dans le vide et que vous appuyez sur le bouton au bon moment pour vous raccrocher au niveau inférieur, vous vous rattrapez. Vous faites ça 10 fois de suite sans mourir, et en fait vous augmentez votre jauge de grip qui passe du level 1 au level 2, et du coup Raiden ou Snake, parce qu'on peut jouer les deux personnages, pourra rester suspendu dans le vide beaucoup plus longtemps. C'est bête, hein, mais c'est bon à savoir, parce que à l'époque, je me souviens, à certains passages, ça m'avait perturbé le fait qu'on ne puisse pas tenir longtemps au level 1, et en fin de compte, j'avais découvert cette petite astuce, c'est qui m'avait beaucoup aidé. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça, que j'attendais dans MGS2, en plus d'avoir la réalisation qui allait avec, hein, puisque le premier, voilà, avait déjà posé les bases. Et quand le jeu est sorti, et que j'ai pu jouer la première fois, ça a fait clic comme ça tout de suite dans ma tête. Je me suis dit, ouais, en fait, ils l'ont fait. Dès les premières minutes de jeu, je me dis déjà visuellement, bah forcément, ça en met plein les yeux. La cinématique d'intro du tanker, voilà, ça nous scotche, hein, c'est du MGS, du Hideo Kojima. Puis je commence un peu à jouer, à tester les mécaniques de gameplay, à tester certaines choses, ce que je vous ai évoqué juste avant. Et je me dis, ouais, apparemment, ils l'ont fait, quoi. C'est vraiment le jeu que j'attendais, là, c'est fou, quoi. Et je suis dedans et je peux plus décrocher, en fait. Et donc, ben, je vais enchaîner vite fait le tanker, hein, qui est en fin de compte le prologue du jeu, vous le savez. Et puis, on va ensuite passer à la vraie aventure, hein, entre guillemets, avec la plateforme, le plant. Et on va jouer donc Raiden, qui est un gros point de discorde du jeu, je le sais. C'est beaucoup à avoir critiqué ça. Je peux comprendre, mais c'est un parti pris. Moi, j'ai été surpris la première fois de ne pas jouer Snake, mais après, j'ai vite compris de quoi il en retournait et où Kojima voulait en venir. Encore une fois, c'est lui qui nous prend par la main. Hein. Dans MGS, ça a toujours été cela. Hein. C'est vraiment lui qui nous prend par la main, qui nous troll, Enfin voilà. Vous savez, si vous avez déjà joué, vous savez. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous voulez avoir une petite anecdote et plus de références par rapport à MGS2 et sa proximité au cinéma, je vous renvoie sur la vidéo test d'Indie Jeu, que je remercie particulièrement pour m'avoir fait une petite place dans son vidéo test, où j'évoque notamment la forte inspiration de Hideo Kojima pour le cadre de ce MGS2 inspiré du film culte de John Carpenter, New York de 1997, ou Escape from New York pour les puristes. Je vous explique les gros parallèles qui sont faits entre les deux. Donc voilà, je vais faire le jeu plusieurs fois, et vraiment, je vais pas m'en lasser en fait. Je vais être scotché, et surtout, je vais prendre beaucoup de plaisir. Alors je sais, c'est un gros point négatif du jeu quand même, à parcourir les conversations de codec qui, je l'avoue, par moments sont vraiment très longues, trop longues. Ça tue un peu le rythme du jeu, mais c'est ce qui en fait le sel aussi. Et puis bien sûr, sa réalisation qui, pour l'époque, est top level, en fait, ça enterre tout, hein, ce qui a été fait auparavant. Et je vais adorer cet épisode encore plus parce que, pour qu'il y ait des héros attachants, il faut qu'il y ait des antagonistes, des anti-héros, qui leur tiennent la dragée. Alors je sais que le personnage de Liquid est un personnage très apprécié pour les fans de MGS. J'ai pas de problème avec ça, j'aime bien Liquid, mais, je dois mettre un mais, l'ajout de Solidus Snake dans ce second épisode, c'est vraiment un tue l'écran en fait, c'est un autre niveau. En plus le doublage est de très bonne qualité, et les séquences cinématiques qu'il a avec Snake notamment et Raiden,
cette espèce de lien, en fait, au début, parce qu'on ne sait pas vraiment qui est Solidus. Il se fait appeler Solid Snake, le chef des Sons of Liberty, des Fils de la Liberté, donc voilà. Et il a ce petit lien qui nous sera ensuite bien évidemment raconté au cours de l'aventure avec d'un côté Snake et Raiden. Mais il a vraiment ce truc en plus qui le rend très sûr de lui comme étant vraiment le grand Manitou de cet épisode, et en fin de compte il n'est qu'un pion parmi tant d'autres malgré lui, qu'il se rendra compte à la fin. Ça, c'est une autre histoire. Et vraiment, j'avais vraiment adoré l'apport de Solidus Snake dans cet épisode. Ça a donné un... Il a apporté un cachet, je dirais, un peu plus sérieux, entre guillemets, à l'œuvre en elle-même. Je sais pas si c'est du fait de sa VO, de sa voix, qui est assez prononcée quand même, à un ton assez grave, j'avais beaucoup aimé. Et donc, quand je fais ce jeu, évidemment, j'étais en pleine adolescence, vous savez qu'il y a cette période de la vie, tout est décuplé, que ce soit les hormones, les émotions, enfin, voilà, vous le savez très bien. Donc on est beaucoup plus marqué par certaines choses. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ce jeu pour vous dire à quel point j'ai été complètement matrixé. La version que vous voyez tourner là, c'est la version Substance, hein, donc sur Xbox. La première version ever de Metal Gear Solid a débarqué chez Microsoft. Donc à l'époque, quand cette version sort, évidemment, j'avais déjà poncé, il y a déjà plusieurs années, le jeu sur PlayStation 2. Et en bon possesseur de Xbox que j'étais, quand le jeu sort, je réfléchis même pas. Vu que là c'est la version Substance, donc on a les VR missions en plus, enfin quelques, voilà, c'était les versions GOTY avant l'heure. Je fonce à mon jeu console, je rachète le jeu Day One 9, je le mets dans la console et c'est reparti en fait. C'est comme si d'un côté j'avais jamais joué au jeu sur PS2, je suis dedans. Et il y a un été, donc ça doit être l'été 2003 ou 4, je sais plus. Pendant les grandes vacances, en fait, littéralement, je vais passer un mois sur le jeu, à le poncer, mais en long, en large, en travers, dans tous les sens, à faire le tanker, le plante, dans tous les niveaux de difficulté, hein, de mémoire, donc very easy, easy, normal, hard, very hard, extrême, à le connaître par cœur, à utiliser, là je vous mettrai un petit clip, la mécanique de friser les soldats pour qu'ils soient mis en l'air et récupérer leur matricule, car chaque soldat a un matricule qui, de mémoire, correspond à un nom, à une personne qui a travaillé sur le jeu, pour récupérer le matricule de chaque soldat. Enfin bref, vous l'aurez compris, je l'ai fini à 100% dans tous les sens du terme. Et voilà, et à chaque fois, j'y prenais toujours autant de plaisir. Voilà, c'est un peu inexplicable, mais c'est un jeu qui m'a profondément transcendé. J'aime beaucoup, pareil, Ocelot dans ce jeu, il est tellement magnifié, sa mise en scène est tellement soignée. Et là, je pourrais citer des passages qui m'ont profondément marqué, notamment la première apparition d'Ocelot qui arrive dans le tanker, quand il s'identifie pour venir prendre Metal Gear Ray. Elle est fantastique cette cinématique. Il y a ce petit truc, quand il enlève son cache-poussière, là, qu'il s'identifie avec ses boots, avec ses éperons, devant tous ces soldats en uniforme. Voilà, c'est du Kojima dans le texte, et en fait, ça se marie parfaitement, et c'est tellement bien amené. Moi, j'avais vraiment adoré ce passage. J'étais dit, waouh, la première fois que je l'avais fait, j'étais arrivé à cet endroit, je me dis, ouais, ça y est, là, c'est sérieux, on parle sérieux, l'aventure, elle commence vraiment. Et puis bon, bah voilà, vous avez Ocelot, en fin de compte, c'est la fin du tanker, hein, qui nous amène à ce cher Raiden. Ça, c'est un des moments qui m'a marqué. Là, pareil, je parlais de Solidus, mais il y a deux moments qui m'ont marqué avec lui, mais surtout un, je sais pas pourquoi, il a une réplique qui est basique en fin de compte, mais qui m'a tellement marqué. C'est le premier face-à-face, en fait, où on se croise, où on est avec Raiden, en fait, et on arrive pile, en fait, à un endroit, et Solidus, il est là, il nous attend, en fait. Et Raiden ne sait pas qui c'est, et il le regarde comme ça, un peu d'un air éberlué, et puis on a Solidus sûr de lui, là, qui en appuie sur un mur. Je mettrai le clip, qui est comme ça, qui le regarde du coin de l'œil, comme ça, qui sort cette fameuse réplique « Where do I know him from ?» Voilà, d'où que je le connais, mais d'où je ne me souviens pas. Et voilà, et puis s'ensuit une cinématique culte où Solidus s'identifie en tant que Solid Snake, et le vrai Solid Snake, il est juste au-dessus de nous en hélicoptère, et lui, pour le coup, il s'identifie, et donc, dit à Solidus que c'est un imposteur, ce qui est le cas, et c'est là qu'on comprend la relation, la véritable
connexion entre les deux, et Raiden, il est un peu au milieu de tout ça, il se dit ouais, je suis là, je comprends pas trop ce qui se passe. Et Raiden, c'est nous, en fin de compte, c'est le joueur, et on est là, hein. On est scotché derrière l'écran, quoi. Ça, c'est pareil, c'est un moment culte du jeu, je trouve, c'est un moment charnière, et j'adore cette cinématique qui dure un long moment, puisque après se découle un combat de boss hein, contre l'avion. Mais vraiment, j'adore, et la cinématique qui suit juste après, donc justement, lorsque l'on a vaincu l'avion, piloté par Solidus et Vamp, qui entre-temps est venu s'ajouter à l'équation, il y a cette fameuse cinématique où Vamp court sur l'eau. Alors oui, c'est un peu kitsch et cliché. J'avais trouvé ça fabuleux à l'époque, avec quand il remonte la plateforme, avec cette prise de vue en marchant à la verticale. C'était, voilà, ces petites choses qui vous marquent, j'avais trouvé ça incroyable. Puis la séquence finale dans l'Arsenal Gear, où justement on affronte des hordes de Metal Gear Ray. À la suite, ça reste une séquence quand même assez cultissime, hein, avec notamment Ocelot qui, du coup, redébarque parmi nous, et puis donc Snake est capturé, entre guillemets. Solidus pense avoir bouclé la boucle, avoir réussi son coup, et c'est là qu'en fait il tombe des nues, puisque Ocelot lui fait remarquer qu'il n'est juste qu'un vulgaire pion parmi tant d'autres. Et donc s'ensuit la fin du jeu, et cette symbolique voilà, qui a été choisie de tourner à New York, et de voir, lorsque l'on a vaincu Solidus, tomber dans le vide, devant les statues des pères fondateurs des États-Unis, qui, entre guillemets, incarnent la liberté. C'est toute une symbolique, c'est toutes ces choses qui ont fait que ce jeu m'a profondément marqué, beaucoup plus que tout autre jeu, voilà, comme je l'ai dit en préambule, il n'y a que Shenmue dans un registre différent, j'en parlerai un jour, qui m'a procuré beaucoup de plaisir et des émotions au-delà du jeu vidéo. Et ce MGS2, je vous l'ai dit, donc j'ai passé un mois à le refaire complet sur Xbox. C'était un jeu, je sais pas, j'ai dû le finir 25 fois, peut-être plus. Je vous avouerai qu'aujourd'hui, refaire l'aventure, j'ai plus trop le temps pour ça, hein, puisque on grandit, on a notre vie d'adulte, on a beaucoup moins de temps à louer au jeu, donc on essaie d'utiliser ce temps précieux pour jouer à soit découvrir autre chose, ou redécouvrir peut-être des choses qu'on a laissées de côté, ou qu'on est passé à côté dans le passé. Mais voilà, celui-ci, pour moi, c'est mon épisode préféré. Le 3, de tous les cas, peu importe le contexte, il arrivait derrière celui-ci, il ne pouvait être qu'à mon échelle que moins bien, en fait. Peu importe le contexte, parce que celui-ci, il était tellement au-dessus que tu peux pas faire mieux, entre guillemets, même si MGS3 est un excellent jeu. D'ailleurs, nous sommes en 2025, et normalement, Metal Gear Solid 3 Delta devrait sortir tant bien que mal cette année. Ce sera l'occasion de jouer un petit peu à la PlayStation 5, console à laquelle je ne joue quasiment jamais, pourtant j'en ai une, et ce sera l'occasion de se replonger dans cette aventure aussi qui est fabuleuse, avec Naked Snake, aka Big Boss, mais ça, c'est un autre chapitre. Donc voilà, on va passer à une petite conclusion. Voilà, c'est la conclusion, les amis, vous l'aurez compris, je voulais vous parler de mon vécu avec MGS2, un jeu qui est plus qu'un jeu pour moi, qui est vraiment à part, qui m'a profondément marqué et qui restera avec moi, voilà, hein, toute ma vie. Ça a vraiment littéralement changé ma vie, ma perception du jeu vidéo à l'époque. Où, voilà, les AAA, je les ai plus vus pareil, en fin de compte. J'en attendais à chaque fois beaucoup sur ces gros jeux à budget colossaux, et Dieu sait que j'ai été beaucoup déçu par la suite par beaucoup de jeux dits AAA. Mais voilà, je remercie encore Kojima et toutes ses équipes d'avoir pondu ce jeu à l'époque. D'avoir réussi ce tour n'empêche, entre guillemets, de passe-passe, parce que même si on était sur 128 bits et que ça offrait quand même une plage assez large pour pouvoir s'exprimer en tant que créateur et développeur, il y avait quand même un plafond de verre qui, je pense, arrivait quand même assez rapidement, passer un certain niveau d'exigence. Et avoir fait tourner ça là-dessus, c'est juste une masterclass. Si vous y avez jamais joué, vraiment, prenez le temps d'y jouer. C'est un jeu, et c'est sa force, d'ailleurs je vais finir là-dessus, ce sera le mot de la fin. C'est un jeu qui, en fin de compte, a réussi le tour de passe-passe. Je connais pas grand monde qui a connu Metal Gear, ou qui ne connaît pas, qui a joué de près ou de loin, et en particulier cet épisode, qui est indifférent. En fait, il touche tout le monde.
C'est un épisode, en fin de compte, qui est plutôt clivant, comme son créateur. C'est soit vous l'adorez comme moi, on est très peu, je le sais, ou vous lui reprochez beaucoup de choses. Vous l'aimez, mais c'est je t'aime, moi non plus, ou alors vous l'aimez pas du tout. Mais en tous les cas, il vous laisse pas indifférent. Et ça, c'est la force de ce jeu, ça prouve bien que c'est un jeu à part, c'est pas un jeu comme les autres. Voilà les amis, c'était Rétro Solide, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. What's going on?